Salut tout le monde, c'est Magnus, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler, dans une petite vidéo un petit peu spéciale qui n'était pas vraiment prévue à l'avance, j'avais envie de vous parler du sujet qui agite un petit peu les fans de Transformers en ce moment, à savoir est-ce que Bumblebee est un préquel ou un reboot de la saga, puisque le film étant considéré à la base comme un préquel, a eu certaines modifications, a subi certaines modifications pour devenir plus ou moins un soft reboot. Mais puisqu'apparemment il faut choisir, que le thème soft reboot selon certains n'existe pas, eh bien nous allons voir dans cette vidéo définitivement et nous allons pouvoir poser une véritable réponse sur est-ce que Bumblebee est un préquel ou un reboot, même si vous connaissez déjà un petit peu mon avis sur la question, mais je vais essayer d'énumérer vraiment concrètement les arguments pour le préquel, les arguments pour le reboot, les informations aussi que l'on a de l'extérieur, et on pourra ainsi tirer une conclusion de tout ça. Avant que la vidéo commence, j'aimerais juste préciser que cette vidéo n'a absolument pas pour but de déclencher une troisième guerre mondiale dans les commentaires entre les défenseurs de Michael Bay et les défenseurs du style G1, puisque grosso modo c'est un petit peu les deux camps qui s'opposent avec ce film Bumblebee. On a d'un côté les fans hardcore de Michael Bay qui veulent absolument considérer ce film comme un préquel pour ensuite toujours espérer Transformers 6 alors qu'on sait tous que Transformers 6 ne sortira jamais, et on a de l'autre côté la majorité quand même des fans de toute la licence Transformers qui eux pensent au contraire que Bumblebee marcherait bien mieux en tant que reboot, et qui du coup espèrent que ce soit vraiment un reboot de la saga, qui pourra ensuite donner d'autres films comme un Bumblebee 2, un film sur Optimus, mais ça sera sujet d'une autre vidéo que je sortirai je pense dans quelques semaines voire quelques mois, où je détaillerai vraiment quels sont les futurs films Transformers prévus, et d'ici là j'espère qu'on aura d'autres infos. Bref, peu importe le camp entre guillemets dans lequel vous êtes, je vous demande de vous respecter entre vous, car j'ai vraiment vu certains débats partir mais très très loin. Il suffit d'aller sous n'importe quelle vidéo du film Bumblebee, que ce soit une critique, que ce soit des extraits du film, etc., il y aura toujours cette question qui reviendra et qui finira parfois en des débats très enflammés et assez virulents, on va dire. Donc voilà, je vais essayer d'éviter ça un maximum. Tout commentaire insultant sera supprimé et si ça continue, l'utilisateur pourra être banni. C'est la règle en vigueur de toute façon pour absolument toutes mes vidéos. Sur ce, vous avez le message, on peut commencer dès maintenant à citer les arguments, en commençant par les arguments qui font de Bumblebee un préquel. Run. Bon, il faut savoir que le film était vraiment pour le coup à l'origine prévu comme un préquel à Transformers premier du nom, donc en 2007, et qui devait reprendre certains éléments introduits notamment dans Transformers 5, notamment voilà le fait que Bumblebee avait combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale, entre autres. Mais ces éléments, eh bien ils sont absents du film, mais j'y reviendrai plus tard. Aujourd'hui, dans la version finale de Bumblebee, la version que l'on a tous vue au cinéma, il reste quelques petites traces qui pourraient prouver effectivement que ce film est un préquel. Elles sont assez maigres, mais j'aimerais quand même les lister. Premièrement, on a la présence de l'agent Simons. Alors évidemment, ce n'est qu'une petite référence, c'est un petit clin d'œil qui était sans doute là à la base pour faire un lien avec le film de 2007 et qui n'a simplement pas été enlevé de la version finale pour donner simplement un petit clin d'œil au film de Michael Bay, car il faut savoir que Travis Knight lui respectait aussi Michael Bay, donc c'est pour ça, il ne faut pas forcément opposer les deux styles. Je pense que Travis Knight respecte vraiment le travail de Michael Bay, juste il est parti dans une autre direction, qui plaît ou qui plaît pas, mais il est parti dans une autre direction, il avait envie de proposer quelque chose de neuf. Bref, je pense que voilà, la présence de Simons, enfin d'un jeune Simons du coup, et plus ou moins un petit clin d'œil je pense, car c'est vraiment un petit caméo, enfin ça dure 30 secondes même pas, mais voilà, la présence de Simons est là et pourrait effectivement apporter un argument, c'est un argument pour dire que le film est potentiellement un préquel. Ensuite, un autre argument évident est le fait que Bumblebee prenne la forme de la Camaro à la fin du film. Alors ça, effectivement, c'est un argument assez solide, un argument de poids, on peut le dire, puisqu'il reprend le même modèle de Camaro que dans Transformers en 2007, et d'ailleurs, vous aurez remarqué, il y a certaines images qui l'ont fait remarquer, la plaque d'immatriculation est exactement la même. Donc de ce point de vue-là, ils ont vraiment fait en sorte que le film soit en lien avec le film de 2007, et honnêtement, c'était un très bon point en tant que préquel, et même vous verrez ensuite pour le côté reboot, ça peut fonctionner aussi. Donc voilà, Bumblebee qui prend la forme de la Camaro, ça aussi, ça permet de lier à la saga de Michael Bay. Enfin, dernier argument un petit peu moins important, mais qui mérite quand même d'être souligné, c'est l'absence de Megatron, car effectivement, normalement, à ce moment-là, Megatron était censé être retenu au secteur 7, donc gelé, congelé, comme on voit dans le premier film, car il s'était écrasé en voulant rechercher le Allspark. Donc effectivement, Megatron n'étant pas là, ni sur Cybertron, ni sur Terre, enfin il n'est en tout cas pas mentionné, eh bien on peut se dire que c'est parce qu'il était simplement retenu par le secteur 7, et que du coup, eh bien il n'était pas là, logique. Donc voilà, ça ce sont les trois arguments majeurs pour le préquel, c'est les trois que j'ai trouvés, en tout cas, pour avoir vu le film 2 fois en tout, et puis avoir revu certains passages sur internet, je n'en vois pas d'autres de façon évidente, on va dire, par rapport vraiment au film de 2007. Aucune référence, par exemple, évidemment, au fait que Bumblebee aurait combattu les nazis, etc., ça j'y reviendrai après, mais voilà, ce sont les trois arguments, on va dire, convaincants, pour dire que Bumblebee serait un préquel,
Et maintenant, passons aux arguments pour dire que Bumblebee serait un reboot. Et oui, en effet, vous allez voir, il y a beaucoup plus d'arguments qui prouvent que le film serait un reboot, ou en tout cas un soft reboot, on veut dire, de la saga, plutôt qu'un véritable préquel, et on commence tout de suite avec la scène d'ouverture sur Cybertron, qui nous montre tous les Autobots et les Decepticons dans leur forme G1, Soundwave, Shockwave, Optimus, la plupart des Autobots aussi qu'on connaît tous, bref, tous dans leur look G1 pratiquement. Une véritable déclaration d'amour évidemment aux fans de la franchise, aux fans de la G1 et surtout une déclaration d'amour à ce qu'est vraiment Transformers, à l'âme de Transformers, à savoir la G1, c'est-à-dire les looks qui ont traversé les âges, qu'on voit encore aujourd'hui par exemple dans les comics, dans Transformers Cyberverse, les looks sont très G1 également. Bref, une véritable déclaration d'amour par Travis Knight qui m'a vraiment fait plaisir, et pas qu'à moi je pense, puisqu'effectivement toute la communauté TF était vraiment à fond sur cette scène qui est, on va le dire, excellente et peut-être même la meilleure scène du film, tout simplement quand on est fan de Transformers, voir toutes ces petites références arriver devant nous, ça fait très plaisir. Mais d'un point de vue purement technique, on peut également se dire que la scène prouverait que c'est un reboot. En effet, les looks des robots sont tellement différents qu'on pourrait clairement dire que c'est une preuve de reboot, même si effectivement le côté look, ça peut toujours être débattu, on pourrait très bien se dire qu'ils ont ces looks là parce qu'ils sont sur Cybertron et qu'ils pourront changer de look en arrivant sur Terre, là-dessus je suis tout à fait d'accord. Mais un autre point qui mérite quand même d'être souligné, c'est simplement la planète Cybertron en elle-même. En effet, elle a une forme beaucoup plus proche, enfin une forme et des couleurs, une apparence avec le fait qu'elle soit très abîmée par exemple en bas à droite, c'est très inspiré du Cybertron G1 ou même des Cybertrons qu'on a pu voir dans d'autres médias, bref dans tous les médias sauf les films, alors que dans Transformers 3 et même dans Transformers 5 où pour le coup la planète était plus petite, donc c'était une incohérence, mais la planète était plus petite, elle gardait quand même ce même look qui avait été installé dans le 3. Là pour le coup c'est très différent, et autant un robot ça peut changer de forme, autant je suis pas sûr que Cybertron ait vraiment changé de forme en l'espace de 30 ans, donc c'est une énorme incohérence, et c'est quelque chose qui a été rajouté, et j'y reviendrai justement après sur cette question de rajout, mais je pense que voilà, c'est un premier petit argument en tout cas pour prouver que le film serait un reboot. Ensuite, un autre argument assez important, c'est le fait que le Secteur 7 ne connaît pas les Transformers. En effet, normalement, et ça on l'apprend dès le premier film, le Secteur 7 est au courant de l'existence des Transformers depuis presque une centaine d'années, depuis qu'ils ont découvert Megatron, et même encore plus loin si on parle, par exemple dans Transformers 5, on nous expliquait qu'il y avait carrément un ordre qui protégeait les Transformers depuis le Moyen-Âge, depuis les périodes arthuriennes. Donc ici, aucune référence, aucune connaissance des Transformers de la part des humains. Le Secteur 7, quand il voit Shater et Dropkick arriver, ils disent que c'est le premier contact, la première fois qu'ils voient des extraterrestres comme ça, donc en l'occurrence ici les Transformers. C'est un point quand même assez important, et surtout je reviendrai encore une fois sur ce côté, ce qui a été coupé et rajouté après, mais vous allez voir que ça prouve encore une fois de plus que c'est un reboot. Autre petit argument que l'on pourrait également lister, le fait que Shater et Dropkick ne détectent pas Megatron. En effet, Megatron est censé être retenu au Secteur 7, et Shater et Dropkick mettent en place des détecteurs d'énergon, et ils n'arrivent pas à détecter Megatron qui est censé être à quelques kilomètres peut-être maximum. Vous allez pas me dire que des Cybertroniens seraient pas capables de détecter leur propre forme de vie, leur propre signal énergétique, même au travers de je sais pas combien d'épaisseur. Donc c'est quand même une assez grosse incohérence, surtout que normalement, il devait en être fait mention, mais ça encore une fois j'y reviendrai après. En parlant de mention justement, le Allspark n'est absolument pas mentionné. Il faut savoir qu'à la base, c'est quand même pour ça que Bumblebee était envoyé sur Terre, c'est pour ça que Megatron était parti sur Terre, c'était pour retrouver le Allspark qui s'était écrasé sur la planète, il y a quelques milliers d'années, je crois, je sais plus exactement. Mais en tout cas, le Allspark s'était écrasé, et c'est pour ça que tous les Transformers arrivaient sur Terre dans le premier film. Et ici, aucune mention du Allspark, Bumblebee n'est pas envoyé sur Terre pour trouver le Allspark, mais simplement pour établir une base pour les Autobots, pour qu'ils puissent se regrouper et contre-attaquer contre les Decepticons plus tard. Donc il faut savoir que voilà, ici, aucune mention du Allspark, et c'est quand même assez important parce que c'était l'enjeu principal du premier film, et il est complètement mis de côté ici. C'est pas pour rien à mon avis. Ensuite évidemment pas de référence à la Seconde Guerre mondiale, Bumblebee était censé avoir combattu les nazis et donc était déjà sur Terre à l'époque du début du film, donc dans les années 80, il est censé être là depuis les années 40. Or ici il s'écrase et il découvre la Terre en 1987, et encore une fois c'est assez incohérent avec ce qui a été établi avant, et entre nous, si quelque chose a été établi dans Transformers 5 pour que ce soit automatiquement contredit dans le film suivant qui est censé être un préquel, c'est qu'il y a bien une raison, c'est vraiment la décision qui a été prise de dire on oublie tout ce qui a été fait avant. Ensuite, un autre énorme argument en faveur du reboot est le fait qu'Optimus Prime arrive sur Terre en 1987 avec tous les Autobots, en tout cas tous les Autobots,
5 ou 6 il me semble, voire 7, je sais plus exactement, mais en tout cas, d'autres Autobots qui arrivent, et donc, encore une fois, c'est complètement incohérent avec ce qui avait été établi dans Transformers premier du nom, où les Autobots, en dehors de Bumblebee, arrivaient en 2007. Et enfin, j'avais dit que je reparlerais un petit peu du mode Camaro, effectivement, même si Bumblebee prend son mode de Camaro, vous remarquerez qu'en mode robot, donc dans la scène finale avec Optimus, eh bien son mode robot est beaucoup plus petit, beaucoup plus tassé, on dirait presque un petit gros en fait dans son mode Camaro, ce qui n'est absolument pas son look assez grand, assez mince si on peut dire, qu'il avait dans le premier film, et ça encore une fois, le look est pas censé changer en l'espace de 20 ans, donc encore une fois c'est quelque chose d'assez volontaire en fait, il a gardé sa Camaro du premier film certes, mais il change quand même de look en mode robot, et ça quand même il faut le souligner. Bon, maintenant que l'on a cité les arguments en faveur du préquel et en faveur du reboot dans le film que l'on a vu en décembre, il est temps maintenant de parler de la première version de ce dernier, la version qui a été diffusée en projection de test en juin dernier, donc en juin 2018, et à peu près du coup au moment du premier trailer du film. Cette première version du film était un pur préquel à la saga de Michael Bay, et tout a été modifié par la suite quand ils ont vraiment pris la décision de rebooter la saga à partir de Bumblebee, et justement c'est ce que je vais vous citer maintenant, les différences qu'il y a entre cette première version du film, donc vous verrez, je mettrai des articles en description qui détaillent tout ça, pour voilà, vous prouver quand même que je dis pas n'importe quoi. Bref, je vais vous lister maintenant toutes les modifications qui ont été apportées au film, afin de voir comment ce film est passé finalement de pur préquel à reboot tout simplement. D'abord, le film ne commençait absolument pas sur Cybertron, toute cette séquence sur Cybertron justement a été rajoutée entre juin et décembre. En effet, le film commençait simplement par une narration de Bumblebee qui expliquait pourquoi il était arrivé sur Terre, etc. Mais le film commençait directement sur Terre, il commençait directement avec la scène où Bumblebee se fait poursuivre par le Secteur 7, avec donc Jack Burns, donc le personnage de John Cena. Donc le film s'ouvrait là-dessus, il n'y avait aucune séquence sur Cybertron. Ensuite, le Secteur 7 connaissait effectivement déjà les Transformers dans cette première version du film. Car effectivement, il connaissait déjà Megatron, il connaissait déjà pas mal de choses au sujet de l'espèce, des Transformers, des Cybertroniens, et il le disait, c'était mentionné à plusieurs reprises, alors qu'au final, justement, ils ont pas mal insisté sur le fait que c'était leur premier contact avec les aliens, et que, voilà, c'est pas du tout la même chose. Le personnage de John Cena, donc Burns, devait être vraiment plus sombre, il devait avoir une histoire par rapport aux Transformers, l'un d'entre eux avait tué, il me semble, un de ses amis, donc ça devait être un personnage un petit peu plus sérieux, mais au final ils ont décidé plus d'en faire une sorte de caricature / comic relief. Certains disent que c'est parce que l'acteur joue assez mal, c'est vrai que John Cena n'est pas un modèle non plus d'acteur, donc j'ai trouvé que son jeu d'acteur en termes de caricature passait mieux, c'est vrai que je l'aurais moins vu dans un rôle vraiment sombre, peut-être qu'il l'aurait mal joué, je sais pas. En tout cas son personnage a été vachement attendri et vachement plus transformé en sorte de caricature finalement. À cause de l'acteur ou à cause de la volonté de reboot, ça j'avoue que pour le coup on ne peut pas savoir. Et enfin, et ça c'est le plus gros argument, le Allspark créait des Transformers dans la maison de Charlie. Alors je vais revenir du coup là-dessus. Le Allspark était effectivement mentionné dans cette première version du film, et il devait causer à un moment, vous voyez, la très bonne scène d'ailleurs dans laquelle Bumblebee se balade dans la maison de Charlie et casse un petit peu tout. Et bien normalement cette scène devait ressembler à la scène de Transformers Revenge of the Fallen, où tous l'électroménager de Sam Witwicky se transforme en petit robot un peu dégueulasse, on va se le dire. Il devait y avoir une scène un petit peu comme ça dans la maison de Charlie, où le Allspark aurait justement transformé tous les appareils ménagers en Transformers. Donc c'était une scène apparemment assez pourrie, c'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes disaient que c'était une scène qui était dans le pur style de Michael Bay, et que c'est pour ça peut-être que ça a été modifié voire retiré. C'était une blague qu'on avait déjà fait dans Revenge of the Fallen qui était pourrie, donc ils allaient refaire la même et c'est une bonne chose que ça a été changé. Et pour preuve d'ailleurs que cette scène était vraiment censée arriver, le film a été dérivé en livre pour enfants évidemment, puisque il faut bien vendre des produits dérivés. Donc le film a été adapté en produit, donc en livre pour enfants, et donc dans ce livre on peut effectivement retrouver cette fameuse scène où tous les électroménagers, tous les appareils ménagers de Charlie se transforment en robots, et c'est détaillé, donc effectivement, ce livre se basait sans doute sur la première version du film, et évidemment ils n'ont pas pu la changer dans les 6 mois qui ont suivi les projections de test. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'est-ce que l'équipe du film a à dire concrètement sur la question? Est-ce que c'est un préquel ou un reboot? Eh bien avant toute chose, il faut que je vous parle de lui. Ce gars, c'est Lorenzo Di Bonaventura, c'est l'un des producteurs du film, qui produit tous les films Transformers depuis 2007, donc depuis le tout premier, donc ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Ce gars fait souvent des sorties dans des magazines, dans des interviews, etc., pour parler et dire tout et son contraire. Concernant Bumblebee, il a fait une sortie assez récente en disant que le film était absolument un préquel
total, qu'il n'y avait aucune question à se poser, et que si Optimus était arrivé sur Terre à la fin du film, il aurait très bien pu repartir dans l'espace et revenir 20 ans plus tard. Donc, le mec, qui a fait partie des gens sans doute, qui ont décidé de transformer ce préquel en reboot, vient nous dire que c'est bien un 100% préquel. Alors que, comme je vous l'ai démontré précédemment, il y a des arguments qui ne collent pas. Et on parle pas ici de simples petites incohérences, voire de grosses incohérences que l'on trouvait dans la saga de Michael Bay, qui étaient juste dues à l'incompétence des mecs qui écrivaient le film ou à l'incompétence de Michael Bay lui-même. Là, on parle vraiment de choses volontaires, de choses qui ont été changées, et il y a bien une raison à cela. Bref, la véritable raison pour laquelle le réalisateur de Bonaventura disait effectivement que c'était un préquel, c'est parce qu'il attendait tout simplement les résultats au box-office du film, car dans le même temps, même s'il disait que Bumblebee était un préquel, que ils avaient toujours un gros film Transformers de prévu, etc., il a en même temps confirmé que la saga de Michael Bay était finie. Donc bon, d'un côté comme de l'autre, si tu dis que la saga continue, mais que c'est plus la saga de Michael Bay, eh ben c'est plus la même saga, puisqu'il a bien dit que la continuité de Michael Bay était terminée, était morte, qu'il n'y aurait plus aucun autre film dessus. Donc la vérité, c'est plutôt à mon avis qu'ils attendaient les résultats au box-office, car au moment où ils disaient ça, le film n'était pas encore vraiment sorti en Chine, il allait seulement arriver, et avec le box-office chinois, le film arrive maintenant à environ 440 millions à peu près de box-office, ce qui en fait un film extrêmement correct en termes de box-office. C'est pas énorme, mais en même temps le budget n'était pas non plus colossal, contrairement au film précédent. Le PDG d'ailleurs de Viacom, donc qui est à la tête donc de Paramount également par-dessus tout, a déclaré que le film était rentable, et donc il a déclaré ça à peu près au moment où il avait atteint les 300 et quelques millions, donc maintenant à 440, c'est bon, ils sont bien rentables, ils sont bien rentrés dans leurs frais, pas de problème. Alors qu'il a déclaré que Transformers 5 était une perte, accrochez-vous bien les enfants, de 100 millions de dollars, c'est-à-dire que Paramount, en faisant Transformers 5, a perdu 100 millions de dollars sur son investissement. Alors effectivement, si vous prenez simplement les résultats au box-office, en mode, bah oui, le film avait fait 600 millions pour 200 et quelques millions de budget. Alors techniquement, on peut se dire que c'est rentable, sauf qu'il faut rappeler qu'un budget de film, ça se double pour savoir si c'est rentable. Donc, on prend le budget de The Last Night, on va dire 200 millions, on double 400 millions, et on rajoute à cela tous les bonus qui peuvent être livrés, par exemple, aux acteurs, aux réalisateurs, le fait qu'ils aient tourné dans plein d'endroits différents dans le monde, etc., des contrats commerciaux, j'en sais rien. Et ben 600 millions, c'était pas assez pour un blockbuster de ce calibre. Et je vous l'avais dit il y a un an pratiquement, quand je vous ai dit que le reboot était une bonne chose et que c'était impossible de faire Transformers 6, parce qu'ils allaient y perdre de l'argent. Et je ne pensais vraiment pas que Transformers 5 avait été une perte à ce point-là. Et imaginez, 100 millions de dollars de perdus sur un projet comme ça, alors que le film d'avant avait fait 1 milliard au box-office, et donc au moins un bon 400 ou 500 millions de bénéfices, quoi. Donc bon, c'était un petit peu pour l'aspect financier. Travis Knight, quant à lui, a dit que le film était effectivement un préquel, mais bon, il a dit ça pendant la campagne promotionnelle du film, il s'est pas vraiment exprimé dessus depuis. Depuis, tout ce qu'il a dit, Travis Knight, c'est simplement qu'il ne reviendrait sans doute pas pour faire en tout cas les prochains films Transformers, mais qu'il resterait toujours impliqué d'un point de vue créatif, donc il sera sans doute là pour donner son avis sur certaines décisions artistiques, mais plus en tout cas pour être derrière la caméra, à moins qu'on fasse directement une suite à Bumblebee. Il a dit que ce serait peut-être le seul projet qu'il tenterait en tant que réalisateur en tout cas, donc c'est une... Voilà, c'est ainsi, c'est son choix, tant mieux, on va pas le forcer. J'aimerais aussi revenir sur une déclaration de John Cena qu'il avait fait, c'était une sorte de boulette qu'il avait fait il y a à peu près un an maintenant, où il avait dit que ce film allait être un magnifique reboot pour la saga Transformers. Il avait sorti ça dans une interview à un moment, et ça lui avait peut-être échappé, peut-être qu'il avait déjà eu les mots à ce moment-là sur la décision de reboot. En tout cas, il avait effectivement dit ça, et je trouve que c'était une petite boulette de sa part, on va dire. Et Hailee Steinfeld, quand même, parce qu'il faut en parler, elle, honnêtement, elle a pas tellement parlé de l'aspect préquel, reboot, etc., pas que je sache en tout cas. Elle insistait vraiment sur le fait que le film était très intéressant d'un point de vue développement de personnage, d'un point de vue émotionnel et tout ça. Elle s'est vraiment plus attardée sur l'aspect personnage, vraiment, etc., et ce que je trouve vachement intéressant d'ailleurs, et c'est quand même elle l'actrice principale, donc bon, elle va pas non plus s'occuper de ces questions-là, ça c'est plus les questions de réalisateur et de producteur pour le coup. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Si une partie de l'équipe du film continue de défendre l'idée que le film est un préquel, la majorité des fans, et même la plupart des critiques qui ont vu le film, pensent effectivement que c'est un reboot. Ils attendaient simplement les résultats box-office du film, et maintenant qu'ils ont été plutôt satisfaisants, eh bien ils envisagent une suite, c'est officiel, Bumblebee aura une suite. On ne sait pas encore si ce sera un Bumblebee 2, le film sur Optimus, un film sur Bumblebee et Optimus, mais tout ce qu'on sait c'est qu'actuellement ils ont dans les cartons
une suite pour Bumblebee, et le fameux film animé sur Cybertron dont ils avaient également parlé il y a quelques temps, et j'y reviendrai d'ailleurs, encore une fois, hein, dans une prochaine vidéo, où je détaillerai tous les futurs projets qui pourront être mis en œuvre pour la saga, la nouvelle du coup peut-être, saga Transformers. Je vous l'avais dit il y a un an, je vous en ai reparlé l'été dernier, la décision de reboot est une bonne décision. C'est la décision qu'il fallait prendre, la saga Transformers de Michael Bay n'allait plus nulle part. Et visiblement, eh bien, au vu des critiques de Bumblebee, au vu des retours que le film a eu, ils vont continuer sur cette voie. Le film a eu plus de 90% sur Rotten Tomatoes. 90%! Regardez les notes qu'il a sur tous les autres sites de critiques et comparez-les à tous les autres films Transformers. Vous verrez que le film a énormément fonctionné d'un point de vue critique. Ça a été l'un des films les plus acclamés de fin d'année. Ça a même été le blockbuster avec les meilleures notes sur Rotten Tomatoes. Donc bon, qu'on se le dise, Bumblebee est le meilleur film Transformers à être sorti depuis 2007. Et on espère vraiment que les prochains seront encore meilleurs, ou au moins à ce niveau, car même si certains réfractaires pensent que le film était mauvais parce qu'il n'est pas comme Michael Bay, eh bien il faut se rendre à l'évidence, la majorité a apprécié, et les prochains seront sans doute dans ce style, ce qui n'est pas pour me déplaire. Sur ce, c'était Magnus, on se dit à très bientôt, ciao. Because of you, we have a future, B-127. My name is Bumblebee.